À tous, à ceux que je n'ai pas salués, je suis ravi de vous retrouver pour ce 66e congrès. Merci Jacques pour toutes ces années de confiance. Lourde tâche à moi que donc d'animer les deux tables rondes, celle de cet après-midi, celle de demain. Comme Jacques a donné des précautions, je vous fais un petit teasing pour demain matin. Ça peut être bien pour être sûr de se réveiller demain matin. Demain matin, on fera une table ronde sur la question de l'eau. Il en a été question dans le rapport d'activité il y a quelques instants. Vous êtes les premiers concernés entre les périodes de sécheresse, les périodes où il pleut trop, comme en ce moment. Comment préserver la ressource en eau? Comment vous pouvez mieux l'utiliser? Comment la partager? On aura notamment, parce que tout ça évidemment est lié au changement climatique, François Gémen, qui est l'un des auteurs du rapport du GIEC chaque année. Le GIEC, vous savez, c'est ce groupement d'experts internationaux qui scientifiquement travaille sur le dérèglement climatique et qui nous apportera des réponses sur la question de l'eau notamment et de l'adaptation pour vous. Donc ce sera une table ronde particulièrement intéressante. Voilà, c'était le petit teasing pour qu'on se lève tous demain matin, moi le premier. Cet après-midi, table ronde ô combien intéressante. On va avoir 1h15, donc vous voyez c'est assez court, mais ça va être intense. Et donc je compte sur votre participation, votre attention. On a décidé de parler des questions de transmission et d'installation. Comment les encourager? C'est le titre de cette table ronde. Très concrètement, c'est un vrai sujet. On va voir dans un instant avec Bruno Villa pourquoi. Il y a un chef d'exploitation sur deux qui partira à la retraite d'ici 10 ans. Peut-être certains dans cette salle. Est-ce que vous vous y êtes préparé ou pas? Est-ce que vous vous y êtes bien préparé? Est-ce que votre exploitation... elle est cédable, entre guillemets, si on prend ce terme un peu barbare. Ce sont des questions qu'on va se poser à travers des témoignages cet après-midi, des gens qui ont repris des installations, des gens qui se sont installés tout court, des gens qui ont transmis, qui vous donneront peut-être quelques conseils à suivre, et puis on aura des experts pour éclairer tout cela, avec évidemment un objectif derrière tout cela. Cyril en parlait tout à l'heure dans le rapport d'activité, c'est la souveraineté alimentaire. Si on veut 60-70% de fruits et légumes français d'ici 2030 ou 2035, il faut bien des producteurs. Donc il faut que vous puissiez transmettre vos exploitations, et il faut qu'il y ait des jeunes qui s'installent. Gros défi, donc table ronde importante, qu'on va rendre efficace. Pour ça, je vous le disais, on va avoir des témoignages. Avant cela, je vais appeler d'abord les experts qui vont nous accompagner et qui vont nous donner leur analyse. Samuel Legrand va nous rejoindre. Venez, je vous en prie. Je vous présente en même temps. Vous travaillez au pôle études et perspectives de Serre France Bretagne, premier acteur dans le domaine du conseil et de l'expertise comptable auprès des chefs d'entreprise agricoles. Je vous en prie, prenez place. Alexandre Castrec va nous rejoindre également, le président des jeunes agriculteurs du Finistère. Bonjour, soyez le bienvenu. David Messa va nous rejoindre également, je vous en prie, directeur de l'école d'horticulture de Saint-Ilan dans les Côtes-d'Armor, ancien directeur du lycée horticole de Pressin près de Lyon. La région va aussi nous accompagner parce qu'elle a un rôle à jouer dans ces questions d'installation et de transmission. Olivier Lebras va nous rejoindre, élu au conseil régional de Bretagne. Je vous en prie, soyez le bienvenu. Et puis Jean-Marie Jacques va nous rejoindre également, le chef du service agriculture de la région Bretagne. Soyez les bienvenus, installez-vous, prenez place. On aura les témoignages dans un instant. Avant cela, pourquoi faire cette table ronde cette année? Pourquoi est-ce un sujet important? Bruno Villa, secrétaire général de Légumes de France, président de Rougeline, va nous rejoindre. Je vais donner un défi à Bruno. 4 minutes pour dresser les enjeux de cette question. Pour un mec du Sud, il m'a dit c'est un défi. Mais Bruno, tu vas y arriver, j'en suis certain. La question, elle est très simple en fait. Pourquoi c'est un dossier prioritaire? Pour la filière et pour chacun d'entre nous ici. Déjà, il faut qu'il s'installe, Bruno. Vas-y, le micro marche impeccable. Moi, ce que j'aime bien chez toi, Philippe, c'est que tu es joueur. J'y crois. Je sais ton potentiel de concision. Demander à quelqu'un du Sud de résumer des enjeux aussi majeurs pour la filière en 4 minutes, j'aime quand tu aimes jouer. Simplement vous dire en plus que moi, je suis un jeune agriculteur maraîcher moderne. Et donc, quand on parle de transmission, on parle de génération. Et moi, globalement, aujourd'hui, j'aspire à profiter de la vie. J'adore mon métier, je suis passionné, mais j'aspire à profiter de la vie. Et globalement, je veux me faire plaisir, je veux profiter du sport, des activités culturelles. Et clairement, j'ai plus le temps de préparer mes interventions. Alors, je suis désolé, je préfère le dire en avance. Je lui dis qu'il a déjà mangé 1 minute ou pas? Mais coup de bol, comme je viens de Perpignan jusque-là, j'ai mis 10 heures hier pour venir jusqu'ici, donc j'ai eu un petit peu de temps pour travailler. Qu'on a un PowerPoint en 12 pages. Voilà. Donc, juste pour vous dire quelques constats, j'ai regardé le fameux recensement agricole dans lequel on voit le constat d'agriculture française. On l'a dit, je ne vais pas vous resservir tous les chiffres. Un agriculteur sur 2 qui part à la retraite dans les 10 années qui arrivent. Mais il y a un élément qui a retenu mon attention, c'est qu'en fait, le nombre d'exploitations
maraîchère et horticole sur ces 10 dernières années n'a pas baissé. Alors là, je me suis dit, c'est pas possible, Philippe, on n'a pas fait une table ronde à Légumes de France pour un sujet qui n'en est pas un. On a bien fait d'y mettre il y a un an. Alors, clairement, notre nombre d'exploitations agricoles de notre filière n'a pas baissé. Et c'est surprenant. Et juste pour vous dire, dans l'élevage, secteur compliqué, moins de 30% en 10 ans. Alors, rapidement, comme je suis moderne, j'ai regardé sur Google pourquoi. Et simplement, c'est clair, quand vous regardez « je m'installe en tant qu'agriculteur », vous avez plein de choses qui vous indiquent que vous pouvez vous installer avec la Chambre d'agriculture, le PAI, les banques, etc. Quand vous écrivez « je veux m'installer en tant que maraîcher », la Chambre d'agriculture apparaît en premier et on vous explique que vous vous installez en maraîcher bio. Et là, vous avez tout un laïus de structures où on vous explique effectivement, vous avez l'opportunité de vous installer en maraîchage, les pères maraîchers, etc. Et du coup, on est nombreux. On est nombreux parce que beaucoup de gens viennent s'installer en maraîchage avec des installations particulières dans des circuits courts, des petites exploitations, etc. Et donc, ça montre simplement que le nombre ne réduit pas, mais on est dans des profils d'installation différentes. C'est un peu l'Eldorado vert du nouveau agriculteur. Et donc, c'est pour ça que notre nombre ne diminue pas, mais pour autant, on a des trajectoires différentes entre les exploitations que nous sommes, et c'est complémentaire, et l'ensemble des producteurs qui s'installent dans le maraîchage aujourd'hui, et le nombre qui ne diminue pas, ce qui est quand même déjà une performance. Donc, clairement, on peut s'en satisfaire. Pour autant, c'est quand même, on le sait tous, un sujet à part entière de renouvellement. C'est un sujet à part entière de renouvellement parce que on a besoin d'avoir des jeunes demain qui s'installent, des nouveaux agriculteurs. On a besoin aussi, pour assurer cet enjeu de souveraineté alimentaire, d'avoir demain des gens qui produisent et qui ont des profils différents de ce qu'on a aujourd'hui. Et dans l'ensemble des enjeux qu'on a pu relever, simplement, il est clair que pour que ça marche, il faut une rentabilité économique. Il faut que les gens qui investissent, ils arrivent à s'en sortir, ils arrivent à capitaliser et payer leur investissement dans la durée. Il faut trouver des solutions pour améliorer les complexités administratives, c'est un enjeu majeur. Ça pénalise énormément l'installation. Il faut favoriser l'accès aux moyens de production. Aujourd'hui, moi je viens d'un département où il ne peut plus depuis 1 an et demi, et l'accès à la ressource en eau est un sujet majeur. Ici, vous êtes sous l'eau, vous avez eu une tempête, mais chacun, on a nos problèmes et sur lesquels il faut trouver des solutions. Demain matin, 9h, frais et dispo, c'est notre table ronde. Qui permettront de s'installer demain. On voit que dans tous les modèles collectifs de sociétés avec plusieurs agriculteurs, la transmission est plus facile. Et dans ce cas, on doit travailler aussi sur l'accompagnement de structures juridiques et d'associations d'agriculteurs pour arriver à transmettre demain ces 3 fois plus de transmission dans les sociétés qui ont plusieurs associés dans leur actionnariat. Clairement, il faut améliorer l'image du maraîchage aussi parce qu'aujourd'hui, on a des choses fabuleuses qu'on n'est pas capable de communiquer. Il faut donner des perspectives aux gens qui s'installent, de la visibilité pour être durable dans le temps accompagner les reprises d'exploitation capitalistique sur des formats différents qu'on a fait aujourd'hui et continuer à innover, moderniser pour avoir des outils de production. Donc, des enjeux pour la filière, il y en a énormément qui se recoupent tous entre eux et on est tous responsables évidemment d'assurer cette transmission, cette transition aussi générationnelle dans nos exploitations avec des générations qui ont aussi des attentes différentes des anciennes générations. Donc, clairement, je crois qu'on ne s'est pas trompé de la table ronde et du sujet qu'on va traiter maintenant. Ouf, on s'en sort bien. Merci beaucoup, Bruno. On peut l'applaudir, il a tenu 4 minutes quasiment. Bruno a dit plein de choses essentielles sur lesquelles on va revenir très concrètement. La complexité administrative. Est-ce que la profession donne envie? Est-ce que les exploitations donnent envie? Est-ce que nos exploitations sont prêtes à être cédées? Est-ce qu'on est adapté aux nouveaux profils? On peut trouver que les nouveaux profils parfois nous agacent, mais est-ce qu'il va bien falloir faire avec? Est-ce qu'on est adapté à eux? C'est toutes ces questions très concrètes qu'on va aborder avec nos témoins. Anna Léos, je vais vous demander de nous rejoindre. Merci d'être là. Je vais vous présenter. Le temps que vous nous rejoigniez, vous êtes franco-péruvienne. Vous avez à l'origine un master de professeur de français. Quand vous êtes arrivé en France, vous avez passé une licence de commerce international et un BTS agricole. Votre mari est producteur de fraises en Bretagne, comme votre belle famille. Venez, la classe vous attend. Et puis, il y a un jour, vous vous êtes dit,
Ben, je vais me lancer. Moi, c'est sympa d'aider son mari, mais enfin, c'est bien aussi de se lancer. J'ai envie d'y aller. Vous pouvez vous asseoir, rester debout, faites comme vous voulez, comme vous êtes à l'aise. Pourquoi d'abord cette envie de se lancer dans votre propre exploitation? Vous avez, je ne l'ai pas dit, 3 hectares, si je ne dis pas de bêtises, de fraises de Plougastel à l'Opérette. 1 hectare 3. 3, c'est pour dans quelques années. Pourquoi cette lancée? Pourquoi cette envie à un moment de se dire, si je ne vous donne pas de micro, ça marche moins bien, évidemment. Hop. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes dit, moi, je veux que ce soit ma propre exploitation, je veux y aller? D'abord, moi, j'ai passé, en tant que saisonnière, 8 ans dans les serres de mes beaux-parents. Et mon mari étant passionné aussi de cette production, il m'a demandé de l'accompagner dans son installation. Du coup, je me suis dit, allez, hop, je vais me former, parce que j'ai envie de montrer que moi, je suis capable aussi de comprendre le monde agricole, qui est parfois un peu masculin. C'est bien d'avoir des femmes. Voilà. Il y en a dans la salle, heureusement. On vous entend? Vous êtes là? Ouais, ça va. Après avoir obtenu mon BTS, du coup, j'ai mis mon joli cadre. Alors, je fais un truc difficile, c'est un truc de journaliste, il va falloir tenir un tout petit peu comme ça. Bah, sinon, vous allez moins bien l'entendre, ce serait dommage. Ok. Voilà, une fois obtenu mon diplôme, j'ai travaillé avec mon mari en tant que chargé des ressources humaines, l'administrative, tout qui implique la gestion d'une entreprise. Et ensuite, c'est l'opportunité d'acheter les sites de mon voisin qui partait à la retraite. Ben, je me suis dit, pourquoi pas moi? J'ai déjà acquis les connaissances techniques de gestion avec mon mari, avec mon beau-père. Ben, et cet amour pour le métier est né aussi dans tout ce parcours. Ben, je suis bien avec le virus de cet amour de l'agriculture maintenant. Et voilà, je me suis installée, je me suis dit, allez hop, je vais le faire. Et alors, c'est là où c'est intéressant, parce que vous nous dites, j'aidais mon mari dans l'administratif, j'avais quand même une certaine base de connaissances puisque je l'accompagnais, ouais. Et quand on a préparé, vous m'avez dit, je ne m'attendais pas, en ayant vécu ça, que ce soit aussi compliqué, que ce soit, c'est votre terme, le parcours du combattant. Ah non, mais c'est les termes exacts. Pour moi, ce que j'ai vécu, c'est vraiment les parcours des combattants, parce que déjà, il faut faire face à toutes les démarches administratives, il faut demander une autorisation pour exploiter, il faut se présenter, montrer notre projet à la banque, le rédiger, heureusement que j'ai eu de l'aide, heureusement que je suis adhérente de la coopérative Sabéol, parce que ça m'a aidé vis-à-vis des banques. Cette coopérative, d'être adhérente à cette coopérative aussi, ça m'a permis d'être accompagnée et d'être soutenue, mais malgré tout ça, franchement, il faut aller avec beaucoup d'énergie, beaucoup de stress, et il y a par moments des termes, des choses à remplir, des papiers à fournir que des fois on ne comprend pas. Est-ce qu'à un moment on a envie de baisser les bras face à tout ça? On se dit, moi je pars avec mon énergie et mon envie, et puis finalement j'ai que de la paperasse compliquée à remplir. Ah oui, bien sûr. Mais combative que je suis et adhérente d'une belle coopérative qui sont bien... ils sont soudés. Et nos agriculteurs, ils sont prêts à nous donner leurs conseils, leurs expériences. Du coup, j'ai pu continuer dans mon parcours, mais je me demande, si je n'étais pas adhérente de cette belle coopérative, comment j'aurais pu faire? Je ne sais pas si les autres producteurs qui s'installent, ils sont d'aide à part la Chambre d'agriculture. Bien sûr, ils nous expliquent qu'on va se former, on nous dit qu'il faut faire ça, ils nous envoient des mails, plein d'informations, plein, tous les jours, on en a, bien sûr. Mais alors là, le temps d'aller les lire, de comprendre ce qu'il faut remplir, en plus, il faut s'occuper de notre culture, de nos salariés. Voilà pourquoi je l'appelle les parcours de combattants. Est-ce que celles qui ont étudié ou ceux qui ont étudié avec vous ont fait d'autres choix et se sont dit finalement, je suis peut-être salarié et c'est peut-être beaucoup plus simple? Ah oui. Oui, je pense que j'ai beaucoup de mes promos qui m'ont dit « Alors Anna, pourquoi tu veux te compliquer la vie ?» On est très bien avec notre 5 heures, avec notre salaire, des week-ends à la maison, on est tranquille, tout va bien, les vacances, on part, on oublie les travails. Tandis qu'une nouvelle installée, elle pense qu'à ça.
Voilà, c'est... Qu'est-ce qui vous a manqué le plus? Qu'est-ce qui m'a manqué le plus? Peut-être une aide un petit peu plus... je ne dis pas que quelqu'un vienne me remplir les papiers pour moi, mais au moins quelqu'un qui puisse être plus... qui connaisse plus peut-être que moi. Déjà, le gouvernement il a mis en place plein d'aides pour des gens qui ne comprennent pas. Je dis des France Services, il y a plein d'autres organismes. Peut-être que ce serait bien d'avoir un organisme aussi pour nous, les jeunes installés, qui puissent nous aider dans cette démarche, dans cette lourde démarche administrative qui nous fait perdre beaucoup de temps pour que nous, on puisse se concentrer dans l'essentiel de notre métier. On va se tourner un peu vers nos experts après ce témoignage évidemment intéressant, vous restez avec nous. David Messa, j'ai envie de commencer par vous. Dans la formation, ouais, ça tombe sur vous, il en faut toujours. Dans la formation, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à apprendre. Est-ce qu'on a un temps suffisant, nécessaire, pour la partie administrative, la partie fiscale, la partie réglementaire? Est-ce que tout ça est abordé? Est-ce qu'on forme les personnes à cela? Difficilement, puisque nous aujourd'hui dans les diplômes qui sont dispensés qui sont délivrés par le ministère de l'Agriculture, parce que nous notre autorité de tutelle c'est pas l'Éducation nationale, c'est bien le ministère de l'Agriculture. Il y a des référentiels qui sont très précis et on a vu disparaître au fil du temps. Je vais citer quelques exemples, mais la partie comptabilité, gestion, voilà. Aujourd'hui, on n'est plus armé. Alors même si il y a d'autres aspects qui sont abordés sur qu'est-ce que c'est qu'un coût de production, comment on fait pour être compétitif dans une culture, mais tout ça, ça manque quand même. On voit aujourd'hui sur la partie même ornementale la disparition de la reconnaissance des végétaux, hein, qui a été un grand chamboulement pour les équipes et puis pour les jeunes aussi que l'on formait. Et pourquoi? Parce qu'il y a moins de temps d'enseignement? Alors non, il y a le même temps d'enseignement, mais aujourd'hui, en fait, on se rend compte que quand on forme des jeunes, hein, c'est la différence entre des gens les nouveaux arrivants dans le monde de l'agriculture, comme madame par exemple, et puis les jeunes qui sont fils d'horticulteurs ou de maraîchers, ou des jeunes qui sortent du collège, hein, de troisième, et qui viennent se former. La formation n'est pas tout à fait la même. Donc il faut, aujourd'hui, les jeunes qui arrivent chez nous, déjà il faut aller les chercher. Bien sûr. Alors ça, on va y revenir, parce que évidemment, avec le témoignage d'après, on verra que quand on n'est pas fils d'agriculteur, on ne se tourne peut-être pas forcément vers cette formation. Samuel Legrand, sur ce qu'on vient d'entendre, le parcours administratif, alors vous, c'est votre boulot, donc vous le maîtrisez. Comment on accompagne? Il y a des parcours d'accompagnement qui existent, mais j'imagine que vous entendez souvent ce type de témoignage de gens qui vous disent « ça ne nous suffit pas ». Et ce n'est pas un reproche à vous personnellement, évidemment, mais comment on peut améliorer cela? Donc c'est vrai qu'on entend beaucoup que le parcours installation est très administratif, que c'est une lourdeur, que ça décourage. Alors c'est vrai que le nouveau dispositif qui va être mis en place par la région va simplifier quand même le dispositif, donc notamment post-installation avec la suppression des avenants, donc c'est une bonne chose. Et donc c'est vrai qu'il y a besoin de beaucoup d'accompagnement des jeunes, et c'est vrai qu'on met en place un parcours à l'installation, donc pour accompagner du coup les jeunes. C'est vrai que notre cœur de métier, donc, c'est d'accompagner sur l'étude économique avec la technique. On va aborder du social, du fiscal, du juridique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin en fait dans les thèmes que l'on aborde avec les jeunes. Donc on va les accompagner dans leur parcours à l'installation, dans leur démarche. Et puis on va essayer de les ouvrir également du coup à d'autres thèmes, hein, les enjeux de demain, quoi. Donc c'est vrai que on a nos équipes, enfin nos conseillers d'entreprise chez nous qui sont armés, hein, pour accompagner les jeunes de l'étude de faisabilité jusqu'à l'installation et post-installation. Alors c'est vrai que on dit souvent déchargez-vous de la partie administrative, faites appel à des gens qui connaissent. Sur le principe, tout le monde est d'accord. Je pense que la difficulté quand on s'installe, c'est le coût. Ça a un coût de faire appel à quelqu'un pour déléguer l'administratif. Il n'est pas négligeable. Oui, alors c'est vrai que forcément c'est un coût. Donc je pense que tous les partenaires sont conscients de ce coût à l'installation. Donc c'est vrai que, alors je parle pour Serre France, au sein de Serre France, on met en place un accompagnement avec
un tarif, entre guillemets, on accompagne en apportant une aide aux jeunes pour que ça coûte moins cher. Je vais vous poser une question, je sais qu'elle est toujours difficile, mais en gros, c'est combien? Alors ça va dépendre des exploitations, de la durée. Une moyenne, c'est pour ça que je ne vous demande pas un cas précis, mais prenons un exemple, pour qu'on ait une idée de combien ça coûte. Alors c'est vrai que ça va dépendre vraiment après. C'est vrai que si on raisonne que l'étude et l'accompagnement, mais après ça dépend si on va sur le juridique avec tout ce qui est donc montage sociétaire et tout ça. C'est vrai que ça va dépendre vraiment. Ça se chiffre en combien, qu'on ait une idée? Ça dépend, mais c'est vrai qu'on va compter. Voilà. Là, ils veulent un chiffre. Là, je vous ai poussé. Non, mais je ne voulais pas vous coincer. Une idée. C'est vrai que on va être autour de 3 à 5 000 euros. C'est vrai que lorsqu'on met toutes les démarches en place, parce que c'est vrai qu'il y a du conseil juridique, il va y avoir dans certains cas, il va falloir mettre le dossier environnement en place. Enfin, voilà, c'est vrai que voilà. Mais sur ces 3 000 euros, voilà, il y a un accompagnement des partenaires en fait. Alors déjà, il y aura la DGA lors des aides. Les partenaires bancaires mettent également une aide. Je sais que le Conseil général... On va peut-être en dire un mot maintenant. Voilà. Il y a effectivement la DGA, la dotation qui existe dans chaque région pour accompagner les producteurs qui s'installent. Il y a aussi, c'est ce que fait la région Bretagne, un prêt d'honneur. L'un de vous deux peut-être nous en parler, parce que c'est une aide importante. On va peut-être faire passer le micro. Hop. Tiens, Léa, peut-être je vous le redonne après, mais on en est deux là, et après je vous... Oui, alors en effet, alors c'est pas la DGA, c'est la DJA. DJA, pardon. Dotation jeune agriculteur. Alors qui est une aide directe de 22 000 euros. Alors juste pour rebondir par rapport à la complexité, c'est vrai qu'avant on avait 4 modulations pour avoir une aide de 22 000 euros, avec une aide qui était comprise entre 19 000 et 24 000 euros. Donc ça faisait une complexité énorme juste pour avoir une aide comprise entre 19 et 24 000. Désormais, on va faire une DJA unique forfaitaire. Je pense qu'on est la seule région française à le faire. Ceci dit, il a fallu batailler. Moi, je remercie encore les JA qui ont défendu cette démarche-là et la Chambre d'agriculture. Il a fallu que Arnaud Lécuyer porte ça, parce que la simplification, c'est pas simple en fait. Parce que tout le monde veut sa modulation. Le bio, il faut 2000 de plus pour le bio. Il faut du hors-cadre familial, il faut 2000 de plus. Donc, on a dit, on s'installe. C'est une aide à la trésorerie, une aide au démarrage. Donc, c'est 22 000 pour tout le monde. Et ça va largement simplifier la vie des jeunes qui vont déposer leur dossier. Parce qu'il ne faudra plus prouver qu'on est hors-cadre familial. Parce que vous venez d'Amérique du Sud. Quand vous devez démontrer que vous êtes hors-cadre familial et que vous vous installez, il faut faire des démarches en Amérique du Sud. On a même des gens qui ont été faire des démarches en Italie pour prouver qu'ils étaient vraiment pas hors cadre, enfin qu'ils étaient vraiment hors cadre familial. Parenthèse fermée. Par rapport à votre question sur le prêt d'honneur, alors le prêt d'honneur, c'est un prêt d'honneur jusqu'à 50 000 euros qu'on a mis en place en 2016 avec donc BPI. Donc c'est une aide, un prêt d'honneur remboursable avec des différés. D'ailleurs, dans le cadre de la tempête, la région a souhaité décaler les différés de remboursement, notamment pour les 18 jeunes en serre vert qui ont eu cette aide spécifique. C'est une aide intéressante, notamment quand on est sur des structures plus capitalistiques. Alors depuis cette année, on l'a ouvert à l'ensemble des filières agricoles en Bretagne. Jusqu'à présent, on le faisait sur le porc, sur les filières un peu plus capitalistiques. Désormais, c'est l'ensemble des filières qui peuvent bénéficier de ce prêt d'honneur. Alexandre Castrec, je rappelle que vous êtes le président des jeunes agriculteurs du Finistère. Quand on s'installe, est-ce que s'installer tout seul, c'est devenu le parcours du combattant et c'est devenu quasi impossible? Est-ce qu'il faut forcément se tourner soit vers une coopérative, ce qu'on disait qui aide beaucoup, mais vers une organisation de producteurs? Est-ce qu'il faut forcément s'associer? Ça simplifie les choses, Bruno le rappelait. Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que l'installation individuelle, elle devient de plus en plus difficile? Devient de plus en plus difficile, je pense pas. Après, ça dépend beaucoup du porteur de projet en lui-même. L'installation en société apporte de la souplesse, de la facilité aussi, parce que du coup, on rentre dans une société où on n'est pas tout seul, on a un accompagnement. Souvent, l'entreprise tourne déjà, donc on apporte une activité ou on complète l'activité. Donc, c'est un roulement qui continue. Quand on se lance seul, souvent, on reprend une entreprise. Donc, du jour au lendemain, tu deviens gérant de ton entreprise. Il y a plein de choses qui changent. Quand tu as des soucis, du coup, tu es tout seul aussi. Donc c'est deux problématiques différentes, mais on voit aussi chez les jeunes deux grands profils différents. Donc certains qui souhaitent s'installer en société pour ce confort-là et pouvoir rouler et avoir des conditions de vie plus
plus tranquilles, on va dire, et d'autres, par contre, à l'inverse, qui préfèrent rester seuls par rapport à un projet personnel, un projet d'entreprise, de gérer son entreprise seul, de ne pas avoir de compte à rendre à personne. Donc, du point de vue de la société ou d'être seul, ça, souvent c'est le porteur de projet qui choisit, quoi. Après, par contre, l'accompagnement derrière, c'est indispensable pour n'importe quel porteur de projet, que ce soit en société ou seul, d'être accompagné donc, du service de n'importe quelle coopérative ou de négociant pour la commercialisation de sa production. Tout l'accompagnement qu'il y a derrière reste le même, quoi. Anna, je vais vous repasser la parole, je vais récupérer ce micro. Vous me disiez que vous aviez envie de lancer un système de parrain et de marraine pour accompagner les jeunes agriculteurs. Ça ressemblerait à quoi ? Ça existe déjà dans notre coopérative. Et c'est un producteur qui a l'expérience, qui va partager avec celui qui va s'installer. Et je trouve ça génial. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir un parrain, Philippe Larlatour, qui m'a cédé son entreprise. Du coup, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. En plus, il était pédagogue. Il a eu le temps, il a pris le temps de m'expliquer. Et franchement, ça m'a permis peut-être être un petit peu plus à l'aise, de me forcer aussi à aller plus de l'avant, parce que son expérience était capitale dans mon installation. Je ne peux pas négliger non plus l'expérience de mon mari et de mon beau-père, mais un parrain, il a un autre regard. Est-ce qu'on l'appelle quand ça ne va pas et qu'on se dit, là franchement, je ne vois pas le bout ? Ah oui, je l'ai fait plusieurs fois. Et en plus, moi, j'aime bien poser des questions. Et j'avais cette chance qu'il était disponible. Il voulait partager. Et ça m'a beaucoup, franchement, si on peut ça mettre en place pour tous les gens qui s'installent. Ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si tu es du même avis, mais moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Pour moi, c'est une bonne expérience, c'est une belle expérience. Alexandre Castrex, c'est peut-être une question un peu filière, c'est un petit peu jeune agriculteur. Est-ce qu'on peut mettre en place ce système de parrainage ? Est-ce que tous ceux qui sont ici peuvent devenir parrains, marraines, et alors en plus du boulot, mais aider ceux qui s'installent ? Ouais, tout le monde peut. Mais le message est passé. Le pouvoir et le vouloir, c'est une chose. Dans la transmission, je crois que quelqu'un en a parlé tout à l'heure. On parle beaucoup d'installation, mais il y a une phase qui est souvent négligée et qui souvent, quand on y réfléchit, c'est presque trop tard. C'est la transmission justement. Donc si le cédant n'est pas... Alors on va en parler. On va avoir un témoignage. Donc je vous freine un peu là-dessus. Ça reviendra peut-être là-dessus. Mais donc la crainte que j'ai moi dans un système comme ça, c'est que le cédant ne soit pas prêt à céder et du coup que la phase de parrainage puisse aussi très mal se passer. Après, le parrain n'est pas forcément le cédant. Ça pourrait être quelqu'un de la profession autre. Souvent, c'est ce qui arrive. Donc ça peut être très bien pour une installation, mais ça peut être risqué aussi si les rênes ne sont pas lâchées, quoi. Ce qui n'est peut-être pas facile, parce que le cédant, ce n'est pas toujours facile, les rapports avec. Oui. Vous avez plein de choses à nous dire là-dessus, mais on va en reparler tout à l'heure, parce qu'on a quelqu'un qui a cédé qui va nous en parler. Et effectivement, avoir un parrain cédant, c'est peut-être pas facile quand il s'agit de négocier, par exemple, le prix. Donc c'est peut-être un parrain extérieur qu'il faut trouver. Merci beaucoup, Anna. Je voulais dire que mon parrain, il m'a pris un article, il m'a dit « Regarde Anna, ça c'est mon entreprise, pour moi c'est mon Taj Mahal. Et pour toi, c'est un tas de ferrailles, mais moi j'y tiens et je vais te les transmettre. » Voilà comment peut-être les futurs parrains pourraient transmettre l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On va reparler des cédants, c'est vrai, c'est un gros sujet, on va évidemment en parler. Je vais appeler Gwendal Paoli qui va nous rejoindre, deuxième témoignage qui va nous permettre avec vous tous, les experts, d'avancer. Gwendal Paoli va nous rejoindre, je vous présente en même temps, vous êtes producteur de shiitake, 700 mètres carrés de tunnels installés depuis 1 an, je vous en prie, à Plouvorne, dans le Trégor, dans le Léon, oh là là, dans le Léon, je suis presque breton. M'en voulez pas, je suis presque breton. Mais de l'autre côté, Côte d'Armor, comme chez vous. Vous n'êtes pas fils d'agriculteur, et vous allez nous expliquer que ça va peut-être changer des choses. Vous aviez un oncle
qui était lui producteur, agriculteur, et ça vous a donné l'envie de faire ce métier. Peut-être un petit mot d'abord pour vous dire merci d'être là, parce que vous êtes post-tempête très impacté, très touché. C'est l'occasion de dire un mot à tous les producteurs bretons qui ont été durement impactés. Donc merci d'avoir pris un peu de temps pour être avec nous dans ce moment difficile. Et c'est intéressant parce que vous allez nous montrer comment, en s'étant installé il y a 1 an, en étant jeune, en n'étant pas fils d'agriculteur, vous gardez le moral aussi, malgré tout ce qui s'est passé. D'abord, vous, c'est un vieux rêve de s'installer. Vous n'êtes pas fils d'agriculteur, mais ça vous tenait à cœur au fond de vous. Bah, c'est vrai que depuis tout petit, du coup, j'ai eu l'occasion de passer tous mes vacances scolaires donc chez ma tante et mon oncle, dans les Côtes-d'Armor. Et au final, quand j'étais à l'école, je dessinais des tracteurs et des remorques bâchées en permanence. Et puis, comme j'étais pas très scolaire, c'est vrai que rapidement, j'ai pris la voie de l'alternance au 4e. Donc, j'ai fait différents stages dans différentes productions. Et c'est vrai que au début, donc, j'ai fait un bac pro conduite et gestion de l'exploitation agricole, donc SDE, donc système dominant élevage, donc sur le lait. Et puis après en BTS, je suis quand même reparti sur le légume. Et puis c'est le légume qui. Et le champignon, ça c'était ce qui vous plaisait. Le champignon, ça après c'est dans un deuxième temps quoi. Quand vous vous êtes installé, vous êtes parti absolument de rien. Ah bah oui, c'est pas compliqué. On a acheté une parcelle de 5000 m² et on a terrassé 1000 m3 de terre pour mettre 2 tunnels de champignons. Donc c'est ce que j'aime à expliquer, c'est que c'est vrai que je suis parti de rien, et même une simple pelle ou un râteau, ou tout ce qu'on peut trouver dans un établi, dans une ferme quoi. Moi j'avais rien de tout ça, donc il a fallu acheter tout quoi. Et mais bon, c'est comme ça. Et puis maintenant c'est là, et puis et maintenant ça marche. C'est ça. Et alors, j'ai envie de dire, vous cumuliez un autre défaut, c'est que vous n'étiez pas fils d'agriculteur. Et ça, visiblement, c'est pas si simple. Non, c'est vrai que maintenant ça va un peu mieux, mais j'ai entendu quand j'étais petit que comme j'étais pas fils d'agriculteur, je serais pas agriculteur. Comme j'ai pas non plus des très grandes mains, je serais pas je serais pas agriculteur non plus. Donc c'est vrai que c'est un peu la mentalité qui ressort de la profession. Maintenant, chacun pense ce qu'il veut, mais en tout cas, s'il y a aujourd'hui des questions à se poser sur le renouvellement des générations, c'est que peut-être à un moment donné, il y a certaines personnes qui se sont crues un peu plus fort que d'autres, et que aujourd'hui, c'est peut-être un peu la cause du manque de renouvellement, quoi. Qu'est-ce qui vous aurait aidé? Comment ? Qu'est-ce qui aurait pu m'aider ? Moi, que les gens aient un autre discours, peut-être. Mais bon, ça, après, c'est pas. Je pourrais retourner tout ce que je voudrais pour réussir, mais je crois que ce serait un peu compliqué. Après, moi, je vais pas réfléchir à la place des gens, mais. Ce que vous dites est intéressant. Alors, Alexandre Castrec, je vais venir vers les autres, évidemment, mais il faut de la solidarité pour aider ceux qui s'installent. Est-ce qu'il faut pousser ce curseur aujourd'hui ? La solidarité, ouais, il faut quand tu es entouré, quand tu as un réseau, quand ça joue énormément, que ce soit au niveau local ou derrière même. Le syndicalisme jeune, moi je trouve, est quand même un super tremplin pour gérer des situations compliquées où on ne sait pas vers qui se tourner et comment faire. Donc, oui, c'est obligé d'avoir un minimum de solidarité derrière pour se pousser les uns les autres pour lancer des dossiers comme ça. Et il en faut peut-être plus. Samuel Legrand, le profil de Gwendal qui part de zéro, qui n'est pas issu du secteur de l'agriculture et qui se lance, est-ce que ça correspond au nouveau profil des gens qui s'installent qu'évoquait Bruno en début de table ronde ? Oui, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'installations hors cadre familial, puisqu'en 2022, en Bretagne, c'était la moitié des installations qui étaient hors cadre familial, et on avait 40% des jeunes qui venaient pas du monde agricole. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les mentalités évoluent quand même par rapport aux personnes qui arrivent de l'extérieur. Et puis, je pense que dans le milieu légumier, malgré tout, je pense qu'il y a quand même une filière qui est assez construite. Et je pense qu'on peut trouver sa place assez rapidement, je pense, dans ces coopératives, à travers tout ce qui est commission et voilà. Donc, par rapport à d'autres secteurs d'activité comme l'élevage, par exemple, je pense que dans le légume, c'est plus facile quand même de s'intégrer dans le milieu. David Messa, quand on arrive et qu'on n'est pas du milieu, on découvre la solidarité, on découvre parfois le manque de solidarité, on découvre tout cela. Qu'attendent
ceux qui rentrent chez vous et qui demain vont se retrouver chefs d'exploitation ou à terme avoir leur propre exploitation? Au-delà du diplôme, quand on veut s'installer derrière, il manque un maillon, je pense, aujourd'hui. Alors ça existe, hein, mais nous, en tant que lycée agricole, on a un vrai rôle à jouer sur l'accompagnement à l'installation jusqu'aux portes du fait de céder une exploitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a quelqu'un qui dit « moi, je veux m'installer », il faudrait pouvoir lui proposer une parcelle de terre, du matériel, et puis il se lance. Parce qu'au-delà d'être un producteur de fruits et de légumes, il faut aussi apprendre à être un chef d'entreprise pour être compétitif. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a des partenariats qui sont possibles entre les chambres d'agriculture, les professionnels, les lycées agricoles. Nous, par exemple, on peut accueillir quelqu'un qui voudrait s'installer, lui offrir une parcelle de terre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a des contrats, un cap qui existe pour ça au niveau de la chambre d'agriculture. Et ça, je pense qu'il faut le développer plus parce que quand un jeune il a envie de s'installer et qu'il n'est pas issu du monde agricole, il faut essayer. Parce que le métier, ce n'est pas toujours facile tous les jours. Et quand on se retrouve au mois de janvier et puis qu'il faut aller, on se retrouve face à son champ de poireaux et puis on se dit c'est gelé par terre, comment on fait? Et qu'on se retrouve tout seul, il faut avoir les nerfs suffisamment solides pour pouvoir tenir. Et puis, du coup, ce dispositif-là permettrait de dire bon, là, je me suis trompé, je vais pas y arriver, je repars sur ce que je faisais avant. Alors, je parle des jeunes, mais je parle des personnes en général qui voudraient s'installer et qui voudraient se reconvertir dans ces métiers-là. Donc là, je pense qu'il y a un vrai challenge à faire. Donc, c'est un peu un appel au monde de la profession, aux politiques, voilà, pour aussi nous accompagner. Et que lorsqu'il va quitter cette parcelle pour pouvoir s'installer vraiment dans un endroit, eh bien, déjà, il va savoir à quoi s'attendre. Et il faut qu'il y ait aussi un accompagnement, surtout aussi derrière à l'installation, comment on va chercher la DJA, tout ça, c'est fait. Mais je pense qu'il y a vraiment cette phase-là d'essai, on peut dire ça comme ça, sans se mettre en danger financièrement et puis psychologiquement, et en étant libéré justement de ce poids et de se dire bon, voilà, là je vais me battre parce que je veux que ça marche. Ça va jusqu'à être un commercial, parce qu'aujourd'hui tout maraîcher, au-delà d'être un producteur, s'ils ne vendent pas ce qu'ils produisent, ça ne marche pas. Donc voilà, tout ça, c'est-à-dire que je crois qu'un maraîcher aujourd'hui ou un producteur, je crois qu'on peut compter pas loin de presque 70 métiers. Du commercial, puis il faut qu'il sache souder, il faut qu'il sache réparer un tunnel, il y a tout ça. Alors nous, on les forme sur une partie, mais je pense qu'on pourra aller plus loin. Il manque un maillon, il manque peut-être politique. Votre voisin, la région a une ambition forte, 1000 installations dans les prochaines années. Le maillon qui manque, est-ce que vous avez les conditions pour le remplir, pour le remplacer, pour l'apporter? C'est vrai que sur la campagne des régionales, on avait annoncé 1000 installations sur l'ensemble des productions à la région Bretagne. Alors, je pense que plusieurs éléments pour y arriver. Déjà qu'ensemble, Chambre d'agriculture, les banques, les différents partenaires de l'agriculture poussent dans le même sens. Je pense que nous, les politiques, nous avons une responsabilité, mais nous ne sommes pas seuls. On voit que sur les différents témoignages que le monde agricole a bougé, a muté. Moi, je suis issu du monde agricole, je suis fils de paysan et j'ai connu les petites fermes familiales où on était 2 sur l'exploitation avec ma mère et mon père avec 50 hectares. Aujourd'hui, on voit que ce modèle-là a changé. Il existe toujours, mais il a totalement changé. Les transmissions, on en a parlé. Je pense que c'est un élément essentiel, quoi. Ce n'est pas simple de transmettre, pour le cédant comme pour l'arrivant, et surtout que du fait que le nombre d'agriculteurs, parce qu'on parle des 10 ans à venir, mais on n'a pas parlé des 10 dernières années, où le nombre d'agriculteurs a vraiment baissé. Il faut qu'on soit en capacité de se dire que ce métier-là, il est attractif, pour plein de raisons. Il faut qu'il reste attractif économiquement, on n'en a pas parlé. Il faut que les agriculteurs continuent à garnir leur croûte. Et je pense que ça intéressera des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir se projeter en se disant mais dans les 10 prochaines années, est-ce que je serai toujours agriculteur ou pas? Et ensuite, l'ouvrir aussi, comme le témoignage de Gwendal, à une nouvelle population qui n'est pas issue du monde agricole,
mais je pense que ça, c'est pas essentiel. Mais donc, avec des dispositifs, comme on l'a fait à la région Bretagne avec la NEFA, où on a mis voyage dans l'agriculture, qui permettent à une population très, très, très éloignée du monde agricole d'aller se rendre compte ce que c'est aujourd'hui. Alors, on a plusieurs éléments pour y arriver, plusieurs possibilités, mais je crois qu'une des clés, c'est qu'on pousse tous ensemble, parce que on a parlé de souveraineté alimentaire. Moi, j'imagine pas une France sans agriculture, encore moins une Bretagne sans agriculture, et surtout pas notre Lyon sans agriculture. Donc aujourd'hui, politiquement, je pense qu'il y a eu des déceptions sur des grandes annonces qui n'ont pas été faites, mais je pense qu'aussi, ensemble, on doit être en capacité de pousser pour que notre agriculture, qui est quand même exportatrice, qui fait rentrer des devises en France, continue à vivre sur notre territoire, parce que derrière tout ça, c'est le vivre ensemble. Vous dites pousser tous ensemble. Gwendal, quand on va voir la banque, qu'on n'est pas fils d'agriculteur, qu'on n'a pas grand-chose, et qu'on dit voilà mon projet, est-ce qu'on est suivi facilement ? Ça, c'est parce qu'il faut s'appuyer sur le modèle collectif. Et moi, j'ai la chance d'être adhérent à une coopérative. Et comme Anna, c'est pas la même coopérative, mais je pense qu'on a les mêmes idées et les mêmes missions. En tout cas, c'est dégager les revenus pour le producteur. Et c'est vrai que c'est grâce aux coopératives que, en tout cas, mon projet a pu aboutir, grâce à l'accompagnement de mes voisins aussi qui sont présents régulièrement quand il y a les moments de doute et tout ça. Et je pense que ça, c'est aussi indispensable d'avoir des gens sur qui on peut compter, un peu dans le même système de parrainage que disait Anna tout à l'heure. Ouais. Samuel Legrand, quand on va voir les banques aujourd'hui pour s'installer, comment elles réagissent ? Vous vous accompagnez évidemment sur la fiabilité financière des projets. C'est facile d'obtenir un prêt pour se lancer comme producteur ? Alors c'est vrai que d'abord, c'est vrai qu'avoir un jeune motivé, c'est déjà une priorité. Après, avec un projet économiquement bien ficelé, dont le jeune maîtrise son projet, donc c'est important l'implication dans le projet. Aujourd'hui, avec un accompagnement des partenaires, oui, aujourd'hui, on peut avoir un accord bancaire, même si on ne vient pas du milieu agricole. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment faire son réseau, il faut vraiment s'entourer de toutes les personnes, de toutes les coopératives, de tous les partenaires, pour bien mûrir son projet, bien réfléchir donc, aux enjeux de demain, montrer qu'on a bien réfléchi sur les investissements futurs, sur l'énergie, sur la décarbonation, sur la ressource en eau. Voilà. Il faut vraiment aller assez loin en fait, dans son projet. Pour qu'on décrypte, comme on parle beaucoup des nouveaux profils de ceux qui arrivent, est-ce qu'il y a des projets très à côté de la plaque ? Ou à côté de la plaque, ou en tout cas qu'il faut recadrer beaucoup pour qu'ils soient rentables, pour qu'ils soient viables ? On en a toujours. On en a toujours. Il y en a plus ou moins ? Alors c'est vrai que je suis pénible avec mes questions. On en a eu un petit peu plus. C'est vrai qu'on voit bien que post-Covid, en fait, les gens ont voulu changer d'idéal, changer de région. Ils ont voulu revenir un peu. Donc voilà. Et on a vu beaucoup de projets. Donc il y a eu beaucoup d'installations au maraîchage bio. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de projets qui partaient dans tous les sens. Donc c'est vrai que c'est là-dessus qu'il faut... Et c'est là tout le paradoxe de ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce pas fils d'agriculteur, tout ça, mais au final, on n'a pas envie non plus d'installer n'importe quoi, n'importe qui avec l'argent public non plus, parce que la DGA, dans le fond, c'est tout le monde qui la paye. Et c'est vrai que trouver ce juste milieu avec des porteurs de projets qui ont des projets concrets et qui ont des projets économiquement viables, c'est ça qu'il faut aujourd'hui aussi, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, aujourd'hui, en tant que JA, pour pouvoir accompagner les autres JA sur leurs projets d'installation, pour pouvoir garder des modèles économiques et pour pouvoir continuer à réaliser notre mission de nourrir la population. C'est tout. C'est pour ça que l'enjeu est compliqué. Juste pour ajouter quelque chose, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de parrainage. C'est vrai que quelqu'un qui ne vient pas du milieu agricole, peut-être, avec un parrainage sur l'exploitation du cédant avant l'installation, et pourquoi pas après l'installation, peut aussi rassurer bien sûr les partenaires et pour décrocher un accord bancaire. On va parler du cédant dans un instant. Avant, est-ce qu'il y a des envies de réagir dans la salle, des questions pour nos experts sur ces installations, ces transmissions, sur les témoignages que vous avez entendus ? La première question est toujours difficile. Oui, merci monsieur, on va vous apporter un micro. Est-ce que quelqu'un peut nous faire... voilà, Valérie va nous sauver. Je vous emprunte juste celui-là. On va le rendre.
Ah ça y est, il y en a un qui est parti. Merci beaucoup Arnaud. Oui, donc Henri Giano, producteur Savéole, et qui pourrait être jeune retraité, mais qui est encore exploitant. Moi, quand j'observe les nouvelles installations, Bruno en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de nouvelles installations en maraîchage, contrairement à l'élevage. Et ce sont pour l'essentiel des petites exploitations, des micro-fermes qui s'installent en bio. Bon, c'est un constat. Moi, je suis en bio aussi, mais en serre chauffée. Voilà. Quand on voit le niveau d'aide qui est attribué à un jeune qui s'installe sur 1 hectare, avec un abri de 300 mètres carrés, quand on voit le niveau d'aide pour un jeune qui s'installe sur des serres de type serre vert chauffée, le niveau d'aide par les collectivités, en général, collectivités, je m'entends, au niveau local ou au niveau régional, sont du même ordre, avec les aides nationales du type DJA, je ne sais plus comment elles s'appellent maintenant. On arrive pour un jeune qui a 1 hectare sur des aides de 75 000 € à peu près, toutes aides confondues en bio, sur 1 hectare, avec un tunnel. Voilà. Ça permet de construire l'ensemble de ces moyens de production, d'en vivre même un peu. Et on constate que la moitié, ça c'est des chiffres Chambre d'agriculture, la moitié de ces exploitants, au bout de 5 ans, disparaissent. Et on a, à la place de ces exploitations, on a de nouveaux jeunes qui s'installent avec le même système d'installation. Avec 75 000 € à peu près, quand on gère bien le niveau d'aide, et généralement ils sont très bien accompagnés pour gérer ce système d'aide, moi je trouve ça un peu dur pour les jeunes qui veulent prendre des serres, où il y a des capitaux qui vont être au minimum de 500 000 €, et voire, si c'est des serres neuves, qui vont se chiffrer à plusieurs millions d'euros. Et le niveau d'aide, et c'est un niveau d'aide à la personne, c'est très bien, mais sachant que derrière les moyens de production à mettre en œuvre et les moyens humains à mettre en œuvre, parce qu'il y a des salariés derrière, il y a 10, 15, 20 salariés, voire plus, que le niveau d'aide soit du même ordre, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre. Jean-Marie Jacques, est-ce que vous voulez répondre à cela ? Oui, alors, je n'ai pas tout à fait les mêmes chiffres que vous, parce que 75 000 €, ça m'étonne. La DJA, aujourd'hui, c'est 22 000 € unique forfaitaire pour tout le monde. Alors, certes, les bio avaient demandé d'avoir 2 000 supplémentaires. Le vice-président a souhaité qu'il y ait la même aide. Alors, moi, je rappelle que c'est une aide à la trésor. Ce n'est pas une aide aux investissements. Après, il y a d'autres dispositifs qui existent, ex-PCAE, etc. Enfin bref, il y a des dispositifs qu'on va remettre en place d'ailleurs autour d'AgriInvest avec le nouveau dispositif d'accompagnement. Mais dans aucun cas, un jeune qui s'installe sur des nouveaux projets à 75 000. Est-ce que vous avez dans d'autres régions peut-être, mais... Est-ce que vous avez le chiffre de pérennité des jeunes qui s'installent? Alors, l'étude, pareil, 50%, je suis un peu étonné. Alors, c'est vrai qu'il y a... Moi, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que ça soit avant tout un projet économique. Alors, certains confondent, il faut que ça soit un projet de vie aussi, parce que s'installer en agriculture, c'est quand même particulier. Mais pour certains, c'est uniquement un projet de vie. Aujourd'hui, on a quand même construit avec les jeunes agriculteurs des parcours à l'installation. On exige un parcours avec une étude économique. Les projets farfelus, aujourd'hui, ils ne sont pas aidés. Enfin, si c'est qu'un projet de vie, ils ne sont pas aidés. Donc, après, sur les chiffres que vous citez, 50%, moi j'aimerais bien qu'on ramène ces chiffres-là par rapport à des installations aidées. Aujourd'hui, sur les chiffres d'installations aidées de jeunes qui rentrent dans des parcours, on est au moins à 5 ans, les gens sont à 95% encore là. Et c'est pour ça qu'on s'appuie vraiment sur le parcours à l'installation avec des accompagnements pour bien sécuriser le projet du jeune. Le parrainage que vous avez cité tout à l'heure, moi je pense que c'est fondamental. Alors, il y a des coopératives qui travaillent là-dessus depuis très longtemps. Alors, il y a des dispositifs qui existent aussi pour accompagner au parrainage. Après, il y a tout un tas de choses. Mais par contre, le parcours, le diplôme agricole, le BPREA ou un diplôme de niveau 4, on a revu aussi ça. Donc il faut vraiment avoir un niveau agricole minimum pour s'installer et être accompagné dans le cadre d'un parcours. S'assurer de la viabilité. Est-ce qu'il y a une deuxième question avant qu'on passe sur l'aspect des cédants? Oui. On va vous apporter le micro juste devant. On n'avait pas dit à Valérie qu'elle allait faire des sprints cet après-midi.
On aurait dû te dire de mettre des baskets. Mais j'ai les baskets. T'as des baskets. Alors on est sauvés. Oui, Éric Le Pêcheur de la restauration collective. Évidemment, nous sommes aux côtés des agriculteurs pour avoir des produits, parce que sinon je ne peux pas servir des convives. Moi, ce que je constate malgré tout, c'est que, au-delà de l'importance de l'installation et de développer le territoire, peut-être effectivement de répondre à la loi Egalim avec des productions locales, c'est d'avoir des deniers pour les acheter. Or, je ne les ai pas. Donc là encore, c'est l'exemple de la région, par exemple, que j'ai en région centre, où on ne nous donne pas plus de budget qu'hier, et encore moins demain. Donc, moi, ma vraie problématique, c'est de penser que l'argent que l'on met aujourd'hui pour développer ne va pas aboutir à une création de valeur. Voilà. Alors, je ne vais pas mettre en cause les régions, mais je prends la région centre, par exemple, je n'aurai pas plus d'argent. Je suis directeur des restaurants universitaires au Crous d'Orléans, j'ai 2 € dans l'assiette. Je n'en ai pas plus, et je n'en ai de moins en moins. Donc je pense que là, on met en danger notre système, et on met en danger nos jeunes installateurs, qui vont se confronter à un moment donné à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que je vais gagner de l'argent? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas gagner de l'argent. Voilà. On a une belle problématique pour le ministre demain. Merci beaucoup. On va reprendre des questions après. Avancer vers la question du cédant. François Pouliquin va nous rejoindre. Il ne doit pas être très très loin. Voilà, il est là-bas, le temps qu'il nous rejoigne. Je vais vous le présenter. Merci beaucoup, Gwendal. Bon courage après cette tempête, et bon courage, et on peut l'applaudir, de garder le moral dans cette période. François Pouliquin, donc, qui est en train de nous rejoindre. Je vous le présente. Producteur de tomates sous serre depuis 1992 à Brest. Jusque-là, je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Production de 3 à 4 000 tonnes par an, une cinquantaine d'emplois. Vous vous êtes installé à l'origine avec votre frère, parti à la retraite en 2019. Vous, ça approche. Bientôt les vacances. On parlait des Outre-mer, peut-être bientôt les vacances en Outre-mer, puisque ce sera pour 2024, la retraite. Ben voilà, avec Jacques, parfait, vous avez déjà... Ça va être une belle équipe. Pour 2024, et dès 2018, ça marche, ça fonctionne. Dès 2018... vous êtes allé voir un cabinet de recrutement pour penser à la suite. Vous allez voir ce cabinet de recrutement, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, qu'est-ce que vous leur demandez? On est en 2018, vous partez en 2024, votre frère en 2019. Voilà, déjà, dans un premier temps, on avait intégré quelqu'un en 2013. On s'était retrouvé donc à 3 associés. Ensuite, mon frère est parti en retraite, donc on était à 2. Et après, en 2018, effectivement, on a fait appel à un cabinet de recrutement. Donc, l'idée étant d'intégrer encore un 3e pour que moi je puisse partir. J'ai un peu de vous. Hop, qu'on vous entende bien. Pour que moi je puisse partir après en retraite, donc fin 2024. En fait. Vous leur demandez quoi? Un spécialiste de votre exploitation? On leur demande un profil de personne, pas du tout d'exigence agricole, aucune, mais quelqu'un qui puisse travailler en collectif, quoi. Voilà. Pourquoi ce choix? Ça peut étonner de demander, non pas forcément quelqu'un de spécialiste de votre domaine. Bon, on considère que l'entreprise aujourd'hui, c'est tellement, il y a tellement d'activités, tellement de domaines de compétences, que la technique, elle s'apprend comme le reste, quoi. Voilà. Vous allez donc recruter. Oui. Pourquoi vous y êtes pris si tôt, sachant que vous partiez en 2024? Parce que, comme pour le premier rentrant en 2013, il avait fait une année en tant que salarié avant de prendre départ. Et en 2018, donc, la personne qu'on a recrutée, l'idée c'était qu'il soit en binôme avec mon frère sur la technique pendant 1 an. Puis après 2-3 ans avec nous et voir si c'était compatible pour qu'il reprenne départ. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Vous vous y seriez pris plus tard, il serait passé quoi? Aucune idée, peut-être qu'on n'aurait trouvé personne en fait. C'est tout simplement. Il y a des gens autour de vous qui ne trouvent pas? Il y a des gens, oui. Après, il faut accepter de partager les réflexions, partager les décisions aussi, ce qui n'est pas simple, mais c'est un choix de travailler en collectif, voilà, tout simplement. Alors quand on cède, il faut vendre. Oui. Et donc il faut fixer un prix. Et ça, je vois les sourires autour des experts, c'est évidemment le sujet. Comment vous y êtes pris? Vous, quelle réflexion vous avez, maintenant que les choses sont faites, en train de se finaliser, quelle réflexion vous faites sur ce prix qui à la fois représente toute une vie et en même temps une exploitation dont on espère qu'elle va survivre à sa période de travail? Pour le cédant, ça doit être une fierté de laisser un outil qui va perdurer. Donc l'idée, c'est de se mettre autour d'une table avec un service d'évaluation de l'entreprise. Il y a l'outil d'une part, il y a la capacité aussi à assumer ses annuités
au nouveau associé, au nouvel associé. Donc on fait un mixte des deux et puis à partir de ce moment-là, on définit un prix. Ce prix, il est à défendre autant par le cédant que par l'entrant auprès des banquiers. Et puis, ce qui rassure la banque, c'est qu'en fait, le cédant, il reste dans l'entreprise en tant qu'associé toujours pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Donc c'est plus facile parce qu'il y a une transmission progressive, quoi. Voilà. Est-ce qu'on est, ma question va peut-être faire réagir, le mieux placé pour fixer le prix de son exploitation? Non, pas du tout. C'est une discussion qui peut prendre un petit peu de temps. Après, on avait la première expérience de 2013 qui nous a servi beaucoup. Il semblerait que la méthode qui a été adoptée pour notre exploitation à l'époque est reprise aujourd'hui pour d'autres, quoi. Donc, voilà. Quel conseil vous donneriez à ceux qui se disent peut-être dans 5, 10, il faudra que j'arrête, il faudra que je parte en vacances, il faudra que je me repose? Je pense que celui qui veut être maître à bord jusqu'au dernier jour ne pourra jamais transmettre. Il pourra vendre éventuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un choix. Un choix de se dire je vais jusqu'au dernier jour et puis j'espère que je trouverai quelqu'un qui va racheter mon entreprise. Ou alors l'autre choix est de se dire je prends le pari de partager avec quelqu'un, avec une réussite possible ou un échec aussi, hein, c'est possible, un échec, mais au moins je tente, quoi. Vous m'avez dit en préparant, moi ce qui me fait plaisir, c'est de me dire que je pourrais retourner boire un café dans mon exploitation. Oui, quand même, j'espère. Mais ça veut dire qu'il faut que ça se passe bien. Oui, bien sûr, de toute façon, si ça ne se passe pas bien, on n'arrive pas au bout de la démarche, hein, c'est sûr. Ouais. Vous avez fait un effort, vous, sur le prix, vous avez entendu, vous étiez parti trop haut et vous êtes dit, il faut que je le révise. Quel est votre cheminement, vous deux? Moi, je ne veux pas vous dire que j'étais parti trop haut. Évidemment, personne ne dit ça. Mais la finalité, c'est qu'on trouve un arrangement entre cédant et puis acheteur, quoi, tout simplement. Hein. Samuel Legrand, fixer le prix de l'exploitation, c'est aussi financier comme question que psychologique. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que M. Pouquin a raison. Hein, c'est vrai que transmettre, c'est un parcours encore plus long que pour s'installer, en fait. On se rend compte que les cédants qui arrivent, comme vous dites, qui hésitent de céder, ne trouveront pas de repreneur. Parce que psychologiquement, entre guillemets, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à céder, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Et donc, comment ça se traduit, pardon, mais c'est important parce que peut-être que certains vont se retrouver. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment vous vous dites, tiens, lui, il n'est pas prêt? Quelles sont les phrases qui font tilt? Vous dites, là, on n'y est pas. Il y aura toujours quelque chose qui... soit c'est la personnalité du repreneur, soit il veut changer mon modèle d'exploitation, il faut se mettre en tête que l'exploitation de demain ne sera pas la même qu'hier. Et donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on est en train de mettre en place des rendez-vous 5 à 7 ans avant l'installation, pour déjà commencer à réfléchir sur la fin de carrière, évaluer le niveau de retraite que l'on aura, pour savoir à quelle date on va partir, faire un diagnostic patrimonial, et puis savoir surtout qu'est-ce qu'on veut céder. Je cède mon exploitation, toute mon exploitation, une partie, je cède les terres avec. Est-ce que je cède ma maison d'habitation? C'est vrai que c'est plein de questions qu'il faut se poser, qui doivent mûrir pour être prêt le jour où on a le repreneur qui arrive sur l'exploitation. Et donc tout ça, ça se travaille. Et effectivement, 2 ans avant, on va commencer ou un peu avant, à évaluer l'exploitation. L'évaluation de l'exploitation, on a plusieurs méthodes, et méthode patrimoniale, méthode économique. Méthode patrimoniale qui va convenir souvent au cédant. Il valorise l'outil de sa carrière, hein, tout un outil et on a les valeurs économiques qui vont satisfaire plutôt un repreneur qui va s'appuyer sur les valeurs économiques. Donc forcément, il va falloir échanger, il va falloir négocier pour sortir un juste prix, pour que tout le monde y trouve son compte. Et c'est surtout que le jeune, demain, puisse vivre de son métier, traverser les crises et faire face aux aléas climatiques. Et comme dit monsieur, de garder une bonne entente entre cédants et repreneurs. Sur l'aspect économique, je me tourne vers la région. Vous participez à l'analyse, ce côté un peu 360 qu'il faut avoir sur son exploitation avant de la céder. Il faut qu'elle soit cédable, pour prendre un mot moche, mais au moins parlant. Une exploitation cédable, ça veut dire quoi? Ça veut dire
qu'on l'a peut-être un peu améliorée avant de la céder, qu'on l'a mis au bon niveau, qu'on l'a préparée aux investissements qu'il faudra sur les enjeux de dérèglement climatique et de réchauffement. Ça veut dire quoi ? Une exploitation cédable. Alors, je vais peut-être reprendre le mot que vous disiez, qu'on n'arrête pas de répéter, c'est cédant ou repreneur ou transmission. Est-ce que la transmission, transmettre, c'est la même chose que céder ? Je pense qu'il faut peut-être parler de transmission que de cédant. Bon, bref. Par rapport à votre question, je pense qu'il y a Alors, on est en train de travailler avec les chambres d'agriculture, ça tombe bien, il y a André Sergent qui vient d'arriver, le président de la Chambre régionale d'agriculture, sur ce qu'on appelle un pass transmission 360, avec une analyse globale de l'exploitation pour bien évaluer son potentiel économique. Vous avez parlé des questions de changement climatique, enfin, qu'on ait un regard à 360 de l'exploitation et que quelque part, on puisse aussi bien valoriser pour tout le monde, pour que le jeune puisse aussi acheter quelque part au bon prix, mais que pour le transmetteur puisse aussi vendre quelque part au bon prix. Donc ce travail il doit être fait en amont. Monsieur disait tout à l'heure qu'il l'a fait en amont 6 ans avant. Je pense que c'est extra d'avoir un salarié qui vient, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger. Tout ce qui est pris bien en amont, on est pratiquement sûr que c'est une réussite. Alors après, il peut y avoir de la mésentente, bien évidemment. Mais si on s'y prend que 6 mois avant qu'on veut céder son exploitation ou transmettre son exploitation 6 mois avant, ça ne peut pas forcément fonctionner. Donc il faut travailler en effet sur une bonne analyse de l'exploitation et ça là-dessus la région accompagne, va mettre en place des dispositifs justement pour avoir cette analyse et cet accompagnement des transmetteurs. Alexandre Castrec, sur le cédant, qu'est-ce que vous, jeunes agriculteurs, vous avez envie de dire aux cédants ? Dialogue intergénérationnel. Soyez prêts, quoi. Et je pense que si on dit ça, on a tout dit. C'est que c'est pas une fin en soi, c'est quelque chose qui se mûrit, qui se prépare, qui se travaille. Et mais rêvez pas non plus, quoi. On voit plein qui disent voilà, moi j'ai ça, moi je fais ça, mais si tu reprends ma ferme, tu pourras faire ça, tu pourras faire ça, tu pourras faire ça, ça vaut ça, quoi. Non, mais si tu l'as pas fait, c'est peut-être que c'est pas possible. Donc il faut aussi savoir réellement qu'est-ce qu'on a à transmettre, quoi, et pas non plus rêver, quoi. Après l'histoire des évaluations, c'est clair et net. Avant de m'installer, j'étais voir plusieurs boutiques à droite à gauche, mais quand tu arrives à discuter prix, de toute façon c'est l'étude patrimoniale qui sort en premier, quoi. Ma ferme vaut ça. Ah oui, non, regarde l'autre ligne. Ouais, mais c'est pas ça. Si, on va trouver un compromis. Et après, je pense que quelque chose qui est aussi très très important partout, c'est qu'est-ce qu'on vend. Moi, j'étais voir quelqu'un, ouais, si toute ma ferme va vendre ça. Par contre, je reste habité là, quoi. La maison à 5 mètres de la salle de retraite. J'ai dit, mais je fais comment? Il dit, le jour où tu pars. Ah non, c'est la maison de la ferme, je la garde. Ouais, du coup, le bâtiment vaut rien. Oui. Donc c'est toute une logique. Ici, il faut avoir anticipé le packaging complet, quoi, pour pouvoir transmettre quelque chose qui va rouler sans accroc dans quelques années. Et voilà, faut vraiment avoir préparé tout ça. Et donc s'il y a quelque chose à dire, pour moi, c'est soyez prêts et réfléchissez à tout, quoi. Tout comme aux jeunes. Avant de prendre vos questions et peut-être vos expériences sur ce sujet, David Messial, je voudrais qu'on dise un petit mot, on fait un petit pas de côté, mais ceux qui cèdent, il faut qu'ils aient des gens qui aient envie en face d'eux. C'est aussi le rôle de ceux qui sont là que de donner envie à des jeunes de reprendre. Et là, il y a peut-être aussi un effort global à faire. Alors, il y a une chose qui a été importante que vous avez dite, c'est que dans la formation, finalement, dans l'entreprise, il va y avoir tellement de métiers à faire que la technique, elle va s'apprendre sur l'entreprise, parce que chacun aura sa manière de faire, son organisation, et puis même celui qui va reprendre, il aura envie de mettre sa propre patte dans le truc. Nous, notre rôle, finalement, c'est quoi ? C'est de former des personnes ou des jeunes à la culture de l'entreprise. On est presque plus sur du savoir-être dans l'entreprise. Sur nos exploitations, nous, on a une exploitation horticole. Voilà, ne serait-ce que de leur apprendre, dès qu'ils arrivent, à dire bonjour, à être à l'heure, à pas avoir le portable quand ils sont au boulot. On en est là, hein. Aujourd'hui, quand on leur dit vous allez avoir des périodes de stage en entreprise, il va falloir avoir une autre attitude que l'attitude que vous avez quand vous êtes dans une cour de récréation, parce qu'on est un lycée professionnel, voilà, et que nos partenaires, ce sont les professionnels. Ça, c'est l'effort des jeunes.
Ouais. L'effort des producteurs, c'est lequel à faire? Les producteurs, il faut qu'ils donnent l'envie. Moi, j'ai un exemple. Hein. J'avais organisé à Lyon les World Skills de l'horticulture, où on avait des jeunes en compétition. Et je me souviens, avec mon collègue du lycée de Dardy, un lycée public, non un lycée privé, mais on avait travaillé la main dans la main pour essayer d'organiser ça. Et on s'était dit, il faut que le jury de l'épreuve nationale d'horticulture, ça ne soit que des professionnels, il ne faut pas qu'il y ait d'enseignants. Parce que c'est eux qui vont embaucher ces jeunes-là. Alors ça n'a pas été facile, parce que quand on décroche le téléphone, ils me disent « Oh, écoute, tu comprends, là moi j'ai pas le temps, tu me demandes 2 jours d'aller à Lyon pour surveiller des jeunes. » J'écoute, ok, tu veux pas venir, mais tu viendras pas te plaindre s'ils ne trouvent pas de main d'œuvre après derrière. Et quand ils sont venus quand même pour voir les jeunes en compétition, se challenger, et voir finalement qu'ils étaient... Enfin, on avait des équipes, on a des jeunes qui sont au top, qui étaient vraiment bien. À la fin de la compétition, quand on remet les diplômes et qu'on remet les prix, les professionnels ils disent c'est quand que ça recommence, parce que je reviendrai. Je reviendrai parce qu'on a pu parler avec les jeunes et on a pu déjà déceler, il y a des cartes de visite qui se donnent et qui s'échangent. Et quand on va voir un cabinet de recrutement, peut-être aussi on peut venir nous voir, nous, en disant voilà, il y a des jeunes là, comment je peux venir dans votre lycée, face à une classe, parler de mon métier, dire ce que je fais, et même au-delà. Quand on va présenter, nous, nos formations dans des collèges, et qu'on leur dit, voilà, vous avez le bac pro, production horticole, le BTS, métier du végétal. Non, il faut dire aux gens, vous allez faire un métier qui demain va nourrir le monde, parce que le monde, il sera végétal. Enfin, c'est une réalité aujourd'hui. Pendant le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Les seuls endroits où on avait le droit de sortir, c'était pour aller acheter à manger. Et c'était pour aller sur les marchés. Nous, on n'a jamais vu autant de monde sur les exploitations qui venaient acheter en direct. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes, il faut leur dire ça. Il faut leur dire, vous aurez un métier, il y aura toujours besoin de se nourrir. Parce que si on ne se nourrit plus, c'est fini. Et c'est avec cette envie, je boucle, je retombe sur mes pattes, qu'on ne cède pas, mais qu'on transmet peut-être. C'est pas mal, c'est habile, hein, vous avez vu un peu. Des questions. On a 10 minutes. Marc, le crayon va arriver. Le crayon. Le micro, ouais, ça marche. Essaye avec un... Oui, moi j'avais... Donc Marc Keranguevin, Prince de Bretagne. J'avais juste une question. Donc je suis bien sur l'idée de transmettre. Je préfère ça que céder, effectivement. Dans la phase de transmission, pour moi, elle peut se faire de deux façons. On a parlé de prendre une personne sur son exploitation, donc je vais dire, mais elle peut arriver de deux façons. Je pense qu'elle peut arriver sous un format salarié, c'est-à-dire que si on prépare 5 ans à l'avance, donc 5 ans à l'avance, la personne peut venir garder un statut salarié et au bout de 5 ans, prendre la totalité en one-shot. Et on peut également avoir quelqu'un qui pourrait venir au bout de 5 ans avant et prendre, je vais dire, 20% des parts année après année. Et là, il me semble qu'il y a un problème fiscal, ou des enjeux fiscaux, je vais dire, qu'il faut appréhender, parce que 20% par an ne serait pas la meilleure solution donc pour le cédant. Voilà. Alors, je ne sais pas si François l'avait réfléchi, ou est-ce qu'il y a quelque chose à répondre, ou sur quoi il faut travailler, parce que voilà, je pense que pour un jeune, reprendre 20% par an, c'est beaucoup plus facile, et vis-à-vis des banques et tout ça, qu'un one-shot. Mais le problème, c'est l'enjeu fiscal au bout. Peut-être une question pour Samuel. Effectivement, donc c'est vrai que l'installation progressive, c'est vrai que permet donc aux jeunes de rentrer progressivement dans l'exploitation. Ça peut rassurer donc les partenaires bancaires, mais c'est vrai qu'on peut pas, voilà, comme vous dites, aller étape. Alors je suis pas juriste, voilà, mais c'est vrai qu'il va y avoir un problème au niveau, pour le cédant, au niveau de la fiscalité. Donc c'est vrai que ce qu'on peut envisager, c'est vrai que c'est reprendre une petite partie de part. Par contre, c'est vrai que le jeune, il est associé donc au travail, donc il a une rémunération du travail, il se fait déjà un compte courant associé dans l'exploitation, et ça l'aidera aussi derrière à reprendre l'exploitation. Mais c'est vrai que voilà, ce sera toujours et derrière, c'est vrai que ça va rassurer effectivement les partenaires, surtout que le jeune aura vraiment pris en main l'exploitation.
Alors je ne vais pas rentrer plus dans le détail juridique, mais effectivement, il y a des petites contraintes. Ouais. On ouvrira un stand tout à l'heure pour les conseils juridiques très spécifiques. Oui, monsieur là-bas. Merci. Oui, Jean-Philippe Pilet, ex-agriculteur, nouveau retraité en Charente-Maritime. Félicitations. Juste une réflexion. J'ai été président des jeunes agriculteurs dans mon département, donc il y a 40 ans, et on avait la même réflexion qu'aujourd'hui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, pour être agriculteur, il faut être propriétaire du foncier, ou quasiment tout le temps. Donc, toutes les générations, le problème, il se repose. Donc, on avait dit pourquoi on pourrait être agriculteur sans être forcément propriétaire de l'outil. On n'en a pas parlé de ça, et ça me semble important. Voilà. Et juste aussi, j'ai pris ma retraite. Avant de prendre ma retraite, donc j'ai anticipé, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a 5 ans, j'ai fait une formation avec la Chambre d'agriculture, transmission. Et je pense que c'est important à tous ceux qui sont là, c'est à faire. Parce qu'on a le conseiller d'un côté, on a l'autre, mais il faut arriver à regrouper tout ça. Et ces formations-là, on a des juristes, on a des comptables, on a plein de choses, on a la MSA, voilà. Et on arrive à appréhender l'ensemble et à faire des choix. Mon choix, moi, c'était de faire une société et de transmettre des parts de cette société. J'en ai gardé dans la société. Je suis toujours agriculteur, indirectement associé, non exploitant. Et dans cette société, j'ai installé un apprenti qui était chez moi pendant 5 ans, qui a fait un contrat de parrainage, donc qui n'était pas du milieu agricole du tout, fils de salarié, qui avait vraiment le cursus idéal. Une rentabilité dans l'installation montrée par le centre de gestion, un veto de la banque. Voilà, en disant, vous vous installez sur une exploitation où il y a un futur retraité, on n'a pas confiance, alors que l'installation était 100% viable. Voilà. Un petit mot, je profite de ce que vous nous dites. Cette formation transmission, il y a peut-être des gens qui se disent, ouais, bon, un peu blabla, tout ça. Vous, c'est vraiment utile, ça vous a vraiment servi? Je dirais tellement utile que j'en ai fait une il y a 5 ans, et j'en ai fait une autre l'année dernière, pour dire, voilà, est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que j'ai bien tout compris, pour moi, c'est indispensable. Autant le jeune qui va venir, il faut qu'il soit formé, autant celui qui va abandonner, ou arrêter, ou transmettre, il faut qu'il soit formé. Parce qu'il y a plein d'impacts, vous l'avez dit tout à l'heure, l'aspect fiscal, l'aspect patrimonial, familial. Est-ce que vos enfants, ils vont être d'accord avec les choix que vous avez faits? Ils n'ont pas forcément leur mot à dire, mais c'est quand même la famille, ils ont bien leur mot à dire. Et ça, il faut l'anticiper, il faut en parler, voilà. C'est intéressant, François Poulquin, peut-être d'un mot. Il faut former les jeunes, mais il faut aussi former ceux qui vont partir. Oui, c'est vrai. Après, je considère, moi, que dans nos métiers, on a un déficit d'image. On ne sait pas vendre nos concepts d'entreprise, qui sont quand même assez, pour certaines en tout cas, assez élaborés. Et ça pourrait intéresser énormément de gens qui ne sont pas formés dans le domaine agricole. Je pense que la formation agricole, c'est une des composantes. Si un jeune est vraiment motivé, pourquoi pas. Mais s'il n'est pas motivé, il ne faut pas le forcer, parce qu'on apprend ce qu'on veut apprendre quand on est dans notre métier. Et quand monsieur parle tout à l'heure de prêter 2 hectares ou 3 hectares pour lancer quelqu'un, ça ne tient pas la route, hein. Je suis désolé, mais je pense que c'est inconcevable, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? D'autres personnes qui ont envie d'interroger nos experts, nos témoins? Oui, pardon, Jean-Claude. Oui, Jean-Claude Guenec, moi je vais être dans les cédants bientôt. Le problème aujourd'hui, c'est la rentabilité de nos entreprises. Alors déjà, on a une image, pas une bonne image. Les gens nous disent, oui, vous faites un beau métier, mais derrière, c'est le rapport de nombre d'heures que l'on fait par rapport à la rémunération. Et c'est ça le problème. De l'autre côté, c'est vrai, ça a été rappelé à la table ronde, on fait plusieurs métiers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas parce qu'on travaille, ça dépend du système d'exploitation, ça dépend où on se trouve. Moi, j'ai un système d'exploitation en circuit court, en région parisienne, donc automatiquement, c'est le week-end. Donc, si on vit en Bretagne, c'est plutôt le lundi, vendredi, mais moi, c'est plutôt en fin de semaine où j'ai beaucoup plus de travail. Et les gens, chez nous, ne veulent pas forcément travailler le samedi ou le dimanche. Donc, ça dépend le mode de vie. Et je pense que c'est la rentabilité. Moi, j'ai 3 enfants, pourtant j'ai une fille qui est ingénieure, agro. Elle n'a pas voulu faire mon métier. Quand on voyait son père partir à 5h ou 6h, puis rentrer à 20h ou 21h le soir
pas 7 jours sur 7, mais presque, à un moment donné, ça ne va pas. Même si je ne suis pas malheureux financièrement, mais malheureux parce que je n'ai pas forcément de temps disponible par rapport au nombre d'heures. Les nombres d'heures, ce n'est pas 35 heures par semaine. Il faut avoir la possibilité d'en faire 60, 70. Moi, j'en fais beaucoup plus. Après, c'est un choix personnel. Et c'est ça qui est important. Et dans nos métiers, on n'arrive pas à vendre. Et la rentabilité de nos entreprises, elle n'est pas assez bonne. Parce que si c'est rentable, la banque va prêter. Et il y a tout qui va suivre derrière. Moi, aujourd'hui, pour venir là, je n'ai pas de responsable d'exploitation, rien du tout. Eh bien, je suis obligé de me débrouiller par mes propres moyens. Parce qu'on ne trouve pas forcément de personnes, de chefs de culture, ça fait 10 ans ou 15 ans que je me suis posé la question, pour justement m'accompagner. Et surtout en zone dans la région parisienne, pour installer quelqu'un et puis trouver de la main-d'œuvre avec le prix de logement, avec toutes les conséquences qu'il y a, c'est extrêmement compliqué. Donc je pense que c'est la valeur de nos entreprises, la valeur de nos produits. Et il faut défendre nos produits et les vendre plus cher. Si on les vend plus cher, eh bien automatiquement on trouvera des repreneurs. C'est la base. Parce que quand je vois les bio qui on installe là, actuellement, on continue d'en installer. Je fais partie du comité technique SAFER Yvelines, on a encore installé la semaine dernière, on les envoie dans le mur aujourd'hui. Et donc il faut que ça soit rentable. Et tous nos métiers au niveau agricole, s'ils ne sont pas rentables, ce n'est pas la peine. Il y a la question de la rentabilité. Je tire un fil aussi de ta question, peut-être pour Alexandre Castrec, parce qu'on l'avait évoqué en préparant cette table ronde. Jean-Claude dit les horaires, la fatigue, la disponibilité que ça demande. En gros, on consacre sa vie. Les jeunes d'aujourd'hui qui arrivent, qui s'installent, ils ne sont pas forcément feignants, mais ils n'ont pas forcément non plus envie d'avoir ces contraintes-là. Il faut aussi, si on veut céder, si on veut transmettre, si on veut de l'installation, que la filière s'adapte à ça, trouve des réponses à ça. Ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on beaucoup de monde dans tous les secteurs qui nous entourent, dans les secteurs de la commercialisation ou même peut-être au sein de nos coopératives, ne se rendent pas compte de l'évolution de la nouvelle génération. Le manque de rentabilité, c'est une chose. On fait des projets, on voit, on avance, on investit. Il y aura peut-être une crise d'encaisser. Certains resteront. Mais je pense que les gars ne resteront pas à s'enterrer comme l'ont fait les autres générations, à bosser et à rien avoir derrière. Il y aura beaucoup moins de scrupules. On a essayé, ça ne marche pas, on dégage. Ou alors on change de production. Donc les changements de volume de production peuvent être amenés dans les années à venir à changer à des vitesses mais encore plus rapides que ce qui est maintenant. Et je pense que personne n'a conscience complètement de ça, et ça risque de jouer des tours, quoi. Après, on parle d'installation, on parlait des 1000 installations tout à l'heure. On a vu post-Covid du monde qui arrive. Si c'est installé 1000 personnes pour que l'année prochaine il n'y ait plus que 900, l'année d'après 800, et puis il y a une crise qui va arriver, il ne restera plus que 400. On n'est pas à l'abri que ça arrive. Donc, le thème tout à l'heure, c'était comment faire pour encourager les installations et les transmissions. Moi, je pense qu'on peut foutre tout le pognon qu'on veut, pour le dire clairement, tout le pognon qu'on veut sur la table, à l'instant T, à l'installation. Mais si le mec, dans 10 ans, il n'y a pas de rentabilité, il ne va pas rester crapahuté. C'est clair et net. La boutique, elle dégage, prend la ligne. On fait une opération blanche s'il faut, mais on rebondit et on va arrêter. Je pense que la nouvelle génération, c'est clair et net, ne restera pas comme les anciens. Et ça, beaucoup de monde n'est pas préparé à ça. Et le manque de rentabilité fera que les choses seront faits rapidement. Merci beaucoup. Je pense qu'on a évoqué un maximum de pistes et de réflexions. François Poulion, vous vouliez finir. Juste un petit mot pour ceux qui voudraient céder, y compris à leurs enfants, incitez-les à aller voir ailleurs, faire un métier avant de venir à l'exploitation. Pour qu'ils reviennent plus formés. Ah oui, ça c'est indéniable, ça vaut largement des années d'études. Merci beaucoup, je vous propose d'applaudir François qui est venu témoigner. Merci beaucoup et tous nos experts. Merci à vous tous d'être venus témoigner. On va boucler avec Bruno, qui va nous donner probablement les consignes à suivre désormais. Non, pas pour transmettre, mais pour la soirée. Alors, juste, je viens d'avoir une mission qui m'a été confiée par notre commandant de bord, Jacques Rouchaussé, qui est parti garer le bateau, et qui m'a dit qu'en fait, il fallait que je conclue la table ronde. Simplement, remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité des échanges, sont évidemment hyper intéressants. Vous dire que ça n'a pas été évoqué parce que ce n'est pas forcément le sujet, mais que, évidemment, dans la transmission des exploitations, ça va être compliqué, clairement, de remplacer l'intégralité des producteurs qui vont partir à la retraite et qu'à côté, il y a évidemment un phénomène qui se passe, qui est logique, d'agrandissement
des exploitations existantes qui, pour compenser les exploitants qui partent à la retraite, embauchent des salariés qui travaillent sur les exploitations. Et on a aussi, évidemment, en parallèle, un modèle salarial de personnes qualifiées qui viennent accompagner les agriculteurs aussi qui développent leurs exploitations et qui s'agrandissent, et que forcément c'est complémentaire aujourd'hui pour continuer à produire en France et continuer à maintenir notre niveau de production. Donc ça c'est vraiment important, hein, on l'a dit, clair que c'est très important d'avoir une rentabilité économique demain pour avoir des perspectives, hein, sauf que quand ça marche bien et c'est rentable, ça coûte plus cher aussi. Et forcément, il faut être en capacité de porter le capital d'une exploitation. Et c'est un des problèmes majeurs aujourd'hui de l'agriculture. Hein. On pourrait faire une table ronde sur le financement des exploitations agricoles également, parce que c'est un sujet. Mais il faut aussi y réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, dans les fruits ou dans les légumes, racheter une exploitation et un capital et le rentabiliser, c'est extrêmement compliqué. Donc il faut imaginer des solutions de portage, d'accompagnement, de transition, comme ça a été dit par François, qui a anticipé les choses, intégrer quelqu'un qui reprend. Donc ça, c'est effectivement des choses aussi qu'on doit continuer à construire et à accompagner. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'en face, on a des clients. Et ces clients-là, le final, c'est le consommateur. Et entre nous, producteurs, et les consommateurs, on a aussi des distributeurs, des grossistes, etc. Et eux aussi, ils ont forcément beaucoup de choses à jouer pour que nous, on soit encore là demain et que les jeunes et les producteurs qui reprennent les exploitations agricoles, ils en vivent correctement en valorisant bien leurs produits. Voire même en les accompagnant aussi pour, sans évidemment, se substituer à la propriété, mais peut-être pour qu'ils continuent à travailler et fournir des bons produits. C'est aussi une responsabilité des consommateurs qui, en privilégiant l'achat des produits français, va favoriser le développement de la production et de l'installation en France. Et évidemment, vous en avez largement parlé, le rôle des collectivités locales qui est aussi là pour accompagner cette transition en aidant tous les gens qui veulent aller vers le secteur agricole, de les aider à franchir le pas économiquement et trésorerie. Voilà. Merci en tout cas. Juste vous dire que, et parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, moi quand je suis ici sur scène et que je vois le nombre de personnes présentes aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir, parce qu'on voit qu'en Bretagne, quand on parle de légumes, ça mobilise. On voit qu'on est dans une région historique de production de légumes et ça fait plaisir de voir dans un congrès autant de monde, ça fait plaisir d'être aussi bien accueilli aujourd'hui à Saint-Paul-de-Léon. Bien évidemment, le dernier congrès de notre capitaine a mobilisé aussi pas mal les troupes, il faut le dire, mais clairement, ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde présent ici pour le congrès des légumes de France. Et je vous en remercie tous et je pense qu'on va passer un excellent congrès.